Patrice Emery Lumumba, héros national, tout premier ministre congolais, disait de son vivant, je cite, « Vous direz à nos enfants que l'avenir du Congo est beau. » Ces enfants, bien entendu, c'est notre génération. Est-ce que nous avons pu satisfaire ces héros nationaux? Est-ce que dans sa tombe où il est, dans son repos éternel, quand il regarde la RDC, il sourit ou il se coupe en sanglots? La crise en République démocratique du Congo, surtout sous l'angle politique, ne fait que grandir. D'aucuns pensent que depuis l'avènement du président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi, les crises se multiplient et elles occupent plusieurs dimensions. Dans cette allure, est-ce que nous pouvons espérer que dans le temps qui reste pour Félix Tshisekedi, les choses pourront se réparer ou nous devons nous attendre à des crises de plus en plus intenses? Pour répondre à cette question, nous avons invité un penseur, un chercheur, un professeur, un consultant international. Il s'appelle Michel Kitoko. C'est un habitué des plateaux d'analyse, des plateaux de débat aussi, pourquoi pas, des plateaux d'opinion. Avec lui, nous allons parler de quelques faits majeurs qui se déroulent dans notre pays, entre autres les poursuites contre l'ancien président Joseph Kabila, l'arrestation de l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo. Nous allons parler de la proposition du pacte social avec le père des églises et nous allons parler de toutes les autres formes des crises qui sévissent en République démocratique du Congo et qui semblent bloquer l'appareil, bloquer la machine et qui semblent repousser de très loin le processus de paix dans ce pays de Kimbangu, de Lumumba, de Kimpavita, pourquoi pas de Vitankanga. Ensemble avec vous, mesdames, messieurs, nous allons recevoir notre invité. Bonjour à vous et bienvenue, professeur. Merci beaucoup. J'ai aimé votre lecture et le début même de cette émission lorsque vous avez commencé à citer Patrice Emery Lumumba, qui est notre héros national, pour lequel j'annonce à la face du monde aujourd'hui, à partir de votre chaîne, que le centenaire de Patrice Emery Lumumba aura bel et bien lieu ici à Kinshasa pour le 2 juillet. Okay. Donc ça c'est un élément quand même important que je voudrais 2 juillet annoncer. De cette année. Le 2 juillet de cette année constitue le centenaire de Patrice Emery Lumumba, pour lequel nous souhaitons que cet événement soit un événement quand même aussi important qui garde un sens d'enseignement à nos enfants et à nos petits-enfants comme il l'a souhaité. Voilà un peu l'essence éclairage que j'ai voulu mettre sur cette dénomination et ces noms aussi importants, Patrice Emery Lumumba. Vous vous présentez sur ces plateaux comme un analyste des politiques publiques, mais l'on doit rappeler aussi à la face du monde que vous êtes le directeur général de la Fondation Lumumba. Exactement. Ça? Bien. Merci. Merci beaucoup. D'entrée des jeux, professeur, quelle est selon vous la stratégie générale de la République démocratique du Congo à ces moments? Bon, ce qu'il faut dire, parce que je dois pouvoir répondre à votre question, et puis à ce que l'opinion publique congolaise attende un rapport avec l'essence même de la santé publique de notre pays, qui, à la limite, je peux même dire que ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi? Ça ne va pas dans le cadre de l'orientation, dans le sens de l'orientation que le peuple doit pouvoir regarder et dans le sens dont les dirigeants de notre pays devaient comprendre l'étymologie et l'essence, les racines même de comment ils doivent gérer la République démocratique du Congo. Voilà les deux sens là qui, des fois, est compris par la population, mais aussi mal compris aussi par les dirigeants qui doivent quand même avoir les racines de compréhension pour chercher le voisin moyen à déceler le chemin pour lequel ils doivent pouvoir avancer. Donc, voilà un peu. Non, mais vous savez, la lumière de chaque institution, de chaque pays, dans chaque pays, provient des institutions de la démocratique du Congo, de la République ou des institutions établies par la République démocratique du Congo. Alors, dans ce sens-là, moi je pense et je crois personnellement qu'il y a eu quelque chose un peu de déphasage dans le sens d'orientation de nos dirigeants, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de gérer. Sont-ils en train de gérer la République démocratique du Congo
ou sont-ils en train de gérer quelques entreprises privées gauche-droite? Vous comprenez? Donc, un peu dans ce sens-là, lorsque on est au sommet de la République et qu'on veut tendre le main à son peuple pour essayer de gérer, je pense qu'il y a un autre sens qu'on devait pouvoir prendre, pour lequel le peuple devait quand même s'y habituer et se comprendre qu'ils ont un dirigeant qui mérite quand même d'y être, de rester pour essayer de travailler pour leur compte. Voilà un peu les sens orientationnels que j'ai voulu mettre sur le point, de façon à ce que les missions que vous êtes en train d'animer aujourd'hui aient un sens pertinent qui doit quand même rappeler aux Congolais et aux Congolaises les sens orientationnels de notre République et comment devons-nous comprendre la gestion de la République. C'est aussi important. Et j'ai rappelé que vous aviez participé à toutes les activités cadrant avec le rapatriement du reste de notre héros national. Et quelqu'un me disait une fois, on était devant l'échangeur délimité, il me dit je suis content que Lumumba revienne chez lui, surtout dans la capitale. Cela permettrait en sorte que à chaque fois que les politiques, les dirigeants voudront poser des actes, ils regarderont au moins la direction où il repose Lumumba et ils se demanderont si Lumumba est heureux ou s'il ne l'est pas. Professeur, pensez-vous que notre héros national est content de la gestion de la République aujourd'hui sur tous les plans? Non, ça on sait que c'est non. Patrice Emery Lumumba n'a pas mené son combat, n'a pas laissé sa vie pour laisser la République dans des conditions où elle se trouve aujourd'hui. Vous comprenez? Là, je dois pouvoir être honnête et loyal pour essayer de donner un certain nombre d'orientations à notre peuple qui, des fois, a besoin de soutirer un certain nombre d'éléments qui le permettent de comprendre la véracité et la grandeur de combat de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, dans son combat, hein, vous allez constater que Lumumba, lui, quand il était Premier ministre à l'époque où il y avait cette république-là démocratique du Congo, mais une république pour laquelle le président de la République n'avait pas un sens orientationnel des racines qui le permet d'assumer la grandeur de son poste présidentiel, parce qu'il a été voté par les députés de Patrice Emery Lumumba, mais non pas par le peuple congolais. Alors, lui, Patrice Emery Lumumba, dans ce régime que moi j'appelle un régime parlementaire à son temps, qui la responsabilité de la République reposait sur ses épaules, je comprends que c'est lui qui avait le verdict et l'orientation nécessaire qui a permis que le pays puisse arriver là où il devait pouvoir y arriver. Il a laissé sa vie, il a laissé son combat entre les mains de citoyens congolais. Mais quand il a laissé son combat, a-t-il mené son combat pour l'argent? A-t-il mené son combat pour les corruptions? A-t-il mené son combat pour permettre à ce que le Congolais puisse évoluer? Et c'est dans ce sens-là que nous devons pouvoir comprendre que les sens orientationnels de nos dirigeants d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas les sens de racines de Patrice Emery Lumumba, pour lequel il est le héros national, dans le sens d'éveiller la conscience collective pour permettre à ce que l'orientation positive de Congolais dans son ensemble puisse être indiquée comme telle. Dans ce sens, moi je pense que Patrice Emery Lumumba, là où il essaie de regarder, je pense, dans le monde immatériel, il essaie de regarder et de chercher le voisin moyen à orienter encore le Congolais qui pense en rapport avec sa vie et qu'est-ce qu'il a voulu faire et qu'est-ce qu'il a voulu montrer. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer. Dans ce sens-là de ce qu'il a voulu montrer, Patrice Emery Lumumba nous a laissé les écrits, il nous a laissé ses paroles, il nous a laissé les actes qu'il a dû poser. Vous comprenez? Et c'est ensemble avec ça, dans le sens orientationnel, que nous devions quand même comprendre que nos dirigeants d'aujourd'hui, ils doivent pouvoir comprendre et se saisir de l'occasion pour dire non, il ne s'est pas battu ce monsieur pour l'argent, il ne s'est pas battu pour ceci, mais il s'est battu pour que la dignité de l'homme congolais puisse être façonnée. C'est dans ce sens-là qu'il a laissé sa vie. Très bien. Alors, vous, en tant que lumumbiste, quelle est la signification, quel est le sens que vous donnez
à l'alternance politique que la RDC a connue il y a quelques années, lorsque le président Joseph Kabila partait, acceptait d'être ancien président, tout en laissant le flambeau entre les mains du nouveau, donc son successeur Félix Tshisekedi? Je pense que, vous savez, il y a quelque chose que nous devons quand même comprendre. Dans le sens orientationnel de notre propre pays. Nous venions de parler de la question de Patrice Emery Lumumba. Mais regardez les puissances internationales, les puissances étrangères. Ce qu'ils ont voulu faire en son temps, c'est après avoir éradiqué, éliminé physiquement Patrice Emery Lumumba, ils ont mis sur pied la naissance de la grande dictature que le monde n'ait jamais connue à l'époque de Maréchal Mobutu. Vous comprenez? Et ça, c'était un élément qui a gangréné non seulement le pays, mais qui embêtait beaucoup plus le pays suffisamment avancé en termes de démocratie, en termes d'économie, ainsi de suite. Combattu, Mobutu n'y est plus aujourd'hui. Paix à son âme. Mais maintenant, revenons à notre grand sujet. Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui s'est battu pour que cette dictature, ce modèle de vie, puisse être écarté de la vie sociétale, et c'est comme ça que lui vient pour permettre à ce que le Congo puisse retrouver son grand chemin. Il a même été consacré parmi les héros nationaux de notre pays. Et du coup, Mouzé assassiné quasiment à la même date symbolique, c'est-à-dire que le 16 janvier, Lumumba a été assassiné le 17 janvier. Alors, dans ce sens symbolique, nous constituons et nous pensons que Patrice Emery Lumumba avec Mouzé Laurent Désiré Kabila constitue un élément qui permet à ce que les générations d'aujourd'hui puissent être enseignées. Il ne faut pas attendre d'autres cas beaucoup plus élevés pour permettre à ce qu'on puisse réveiller la conscience des Congolais pour leur indiquer que voilà le schéma, voilà ceux-là qui sont assassinés, voilà ce qu'ils devaient vouloir faire aujourd'hui. Et je pense que nous devons les enseigner. Le combat de Patrice Emery Lumumba et le combat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et Mouzé, quand il a fait ce combat-là, il a été assassiné. Et après, c'est son fils, Joseph Kabila, qui va prendre le relève dans ce sens-là. Mais le relève qui doit pouvoir ramener le pays dans le monde de la démocratie, dans le monde des éléments qui constituent à ce que le pays puisse être indiqué que vraiment la République démocratique du Congo est une république au vrai sens figuré et propre du terme. Et non pas la République qui était complètement divisée, déchirée à tous les niveaux. Il a redonné l'unité du pays, il a travaillé de façon à ce que notre pays puisse être uni et indivisible. Alors, sur ce point-là, que Joseph Kabila avait passé le flambeau à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le monde entier et tous les Congolais avaient aimé ces faits-là. Alors maintenant, la question orientationnelle de notre pays, la question liée au développement de notre pays, la question liée au sens de gouvernance de notre pays. Et c'est là les éléments si importants que le nouveau dirigeant d'aujourd'hui devait comprendre l'essence orientationnelle de notre propre Donc, ils n'ont pas encore compris. Mais non, mais attendez. Lorsque vous voyez, vous regardez, ayons les yeux aujourd'hui, lorsque vous regardez la manière dont les puissances publiques de notre pays s'acharnent contre les éléments qui font de la vie de la République, vous allez vous poser énormément de questions. De quelle République sont-ils et qu'est-ce qu'ils sont venus faire au sein de cette République et qu'est-ce qu'ils veulent faire et laisser comme les éléments d'enseignement à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est ça que nous devons quand même nous poser beaucoup de questions pour essayer d'élever le voix et l'intelligence qui permettent à ce que notre pays puisse être recadré de façon à ce que nos enfants demain ou après-demain
puisse marcher sur la bonne direction dont Patrice Emery Lumumba avait toujours souhaité. Bien, professeur, un sage disait, donne-moi une bonne politique, je te donnerai une bonne économie. L'on comprend que la crise sociale, économique, etc. dépendent, si nous devons le dire comme ça, de la politique. La scène politique doit être assainie. L'on doit faire une certaine pharmacie avant d'espérer que les autres scènes pourraient être bien animées, bien conduites. La scène politique congolaise, comme nous le constatons tous, est gangrénée de crises. Et l'un des éléments de crise, c'est les poursuites, les arrestations, les menaces contre ceux qui ont dirigé le pays hier. C'est pour cela d'ailleurs que je vous ai posé la question de savoir, vous, en tant que lumumbiste, que pensez-vous de l'alternance? Joseph Kabila Kabange est aujourd'hui sujet à des poursuites judiciaires. Cela a été demandé par le gouvernement à travers le ministère de la Justice. Il y a l'auditorat militaire qui a saisi le Sénat pour la levée des immunités de Joseph Kabila. Vous pensez que c'est un acharnement, c'est un règlement de compte, ou c'est vraiment le bon état des droits qui est en train de s'appliquer? Non, ce n'est pas un bon état des droits. Je peux même conclure que c'est une incompréhension de gens qui ne maîtrisent même pas la donne et les sens orientationnels de ce que c'est un président de la République au sein de notre République démocratique du Congo. Vous comprenez? Okay. Alors, à ce style-là, il n'y a pas un seul endroit, il n'y a pas une seule institution de notre pays qui pourra d'emblée juger un ex-président de la République qui, la constitution de notre pays, qui est la loi suprême de notre pays, vous savez, parce que vous savez, dans l'essence orientationnelle de notre République, il faut aussi toujours considérer que dans la dynamique des textes fondamentaux qui dirigent notre pays, nous avons en premier lieu la constitution de notre pays, qui a été validée non pas par les députés nationaux, mais qui a été validée par l'ensemble de la population, qui est le souverain. Ben oui, par le sens orientationnel de cette variante-là, qui est le peuple congolais. C'est à lui qui est l'émanation dont la constitution-là puisse être vivante. Mais maintenant, lorsque on demande à l'ensemble de la population ce que c'est la Constitution aujourd'hui et qu'est-ce que la Constitution nous dit dans ses articles en rapport avec les anciens présidents de la République, il n'y a pas une loi, il n'y a pas une seule institution qui doit être mise en harmonie pour permettre de juger de cas comme Joseph Kabila, qui déjà d'emblée... Mais lorsque l'ancien président pose des actes qui portent atteinte à l'intégrité de la nation, on peut inventer le droit. Mais attendez. Mais vous dites bien inventer le droit. Mais de quel droit vont-ils inventer? Les droits ne s'inventent pas comme ça. Ça ne s'invente pas en termes que non, bon, moi je suis ceci, je suis de la Cour suprême, je suis de la Cour constitutionnelle, je suis de ceci ou de cela, je fais ceci ou cela. Vous comprenez? Et là, ça devient un acharnement inutile. Moi, je pense aujourd'hui que il faut maintenant éclairer à l'ensemble de la population congolaise. Que veut-il de l'ancien président Joseph Kabila Kabange? Vous comprenez? On veut qu'il soit jugé par rapport aux actes posés, entre autres. Quels sont ces actes qu'il a dû poser? Monsieur Nkuba, qui a été l'un des collaborateurs de Corneille Nangaa, aujourd'hui aux arrêts, lors de son jugement, il a avoué que il aurait entendu un entretien entre l'ancien président et Corneille Nangaa. Ce dernier disait que Corneille Nangaa devait cesser avec le plan de donner la mort à l'actuel chef de l'État. Plutôt, il fallait voir comment lui faire un coup d'État et le chasser du pouvoir. Ça, c'est quand même des propos graves. C'est des révélations graves. Et puis, il est encore accusé d'avoir été à Goma, alors que c'est un territoire qui est occupé par les forces du mal. Non. Vous savez, lorsque on va prendre le propos d'un détenu
Et on fait ça comme une loi, au-dessus de la loi de notre pays, au-dessus de la loi principale qui est même au-dessus même de la constitution de notre pays. Est-ce que vous trouvez ça normal? Prendre le propos de quelqu'un qui est déjà arrêté. Et on va prendre ce propos et le mettre au-dessus de la loi constitutionnelle de notre pays. Mais quand le gouvernement dit avoir plusieurs informations, avoir toutes les preuves de l'implication de l'ancien président je ne pense dans pas, les meurtres qui sont causés tous les jours dans la partie est de notre pays, est-ce que le gouvernement peut faire une telle déclaration sans soubassement? Moi, je pense qu'on doit pouvoir arrêter ça. On doit pouvoir arrêter ce genre d'acharnement contre l'ancien président de la République. Et qu'est-ce que le gouvernement chercherait contre l'ancien président? Mais attendez, mais justement, c'est cet acharnement. C'est un acharnement qui ne va jamais régler le problème de demain après-demain. Parce que le même qui vont répondre le contrôle de la situation de la République demain, ils vont s'acharner contre Tshisekedi, vont-ils aimer? Voilà l'essence que moi j'aimerais faire comprendre à l'ensemble de la population. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on doit pouvoir orienter un certain nombre d'activismes politiques dans notre pays. Nous voulons une politique qui constitue un élément d'enseignement à nos enfants et à nos petits-enfants qui permettent à ce que demain ou après-demain, lorsque Kabila n'y était plus, c'est Tshisekedi qui arrive. Lorsque Tshisekedi ne sera plus, c'est quelqu'un d'autre qui arrive et ça continue. Et non pas une république qui se limite aux arrestations, aux perquisitions ou à beaucoup de choses contre l'ancien président de la République. Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est normal et indigne qui sévit en RDC aujourd'hui sur le plan politique? Non, mais justement, sur le plan politique, si nous ne comprenons plus le fondement de l'orientation constitutionnelle de notre pays, ça pose déjà un problème sérieux. Alors, là-dessus, j'ai compris tout à l'heure là, selon votre questionnement, est-ce la République démocratique du Congo se constitue dans son ensemble jusqu'à Goma, jusqu'à Bukavu, les endroits pour lesquels le rebelle existe? Oui, c'est notre République. C'est-à-dire que les citoyens congolais qui vivent ici à Kinshasa ont des familles qui sont à Goma, qui sont à Bukavu et qui sont un peu partout. La question des combats qui exercent et dont les rebelles sont en train d'exercer contre le pouvoir établi, c'est une autre question qui des fois devait quand même amender un certain nombre d'éléments ou d'orientations dans le cadre des mécanismes de déplacement des citoyens congolais dans son ensemble. Et ça, ce sont des éléments aussi importants que nous devrions comprendre et faire transmettre non seulement à nos dirigeants ici, mais aussi au peuple congolais dans son ensemble. Le Congo demeure un, uni et indivisible. Le territoire congolais n'a pas été pris en otage par un certain nombre des éléments qui disent que bon voilà, nous prenons Goma, nous prenons Bukavu pour l'alimenter à une autre forme de république. Et non, mais ils sont tous des Congolais. Et si nous sommes tous des Congolais, nous devons quand même nous y mettre autour d'une table pour essayer de comprendre pourquoi en sont-ils arrivés à ce stade-là. Et quels sont les mécanismes qui doivent permettre à ce que ce pays puisse demeurer un, uni et indivisible, mais sans acharnement, sans guerre et sans combat gauche-droite. C'est un peu l'essence orientationnelle que nous devons pouvoir des fois distiller dans la conscience collective et dans la conscience de nos dirigeants aujourd'hui qui des fois ont du mal à comprendre, ont du mal à repérer le vrai enseignement de l'existence même de notre République. Cher professeur, Joseph Kabila a-t-il raison lorsqu'il déclarait lors d'une interview en Afrique du Sud que le M23 était l'aspiration du peuple congolais? Vous savez, hein, il n'y a personne au sens uni de la République démocratique du Congo qui a été instruit et qui connaît mieux le combattant du M23 que Joseph Kabila, en tant que militaire et en tant que premier citoyen. Hein? Sur cet angle-là, moi j'en connais beaucoup d'éléments qui me permettent des fois de me taire et de regarder, d'observer les choses. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous en sommes où? Nous en sommes au point où les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour parler. À Doha, il y a quoi? Une fois, oui, justement. Une table de plus, une table de trop. Ben oui, mais justement, à Doha, il y a quoi? C'est entre le Rwandais et le Congolais ou bien entre les Congolais? Et qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui mettre sur pied?
Est-ce que c'est entre le Congolais ou bien entre le Rwandais et le Congolais? Vous comprenez? Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème se trouve au niveau d'abord du peuple congolais dans son ensemble. Que voulons-nous de notre République? Et ceux qui ont pris les armes et qui pensent que non, nous devons prendre les armes pour nous constituer une force qui permette à ce qu'on puisse nous écouter. Et tout ça, toutes les revendications dans ce sens-là méritent quand même que le pouvoir établi puisse tenir de milieux, chercher de voies et moyens pour en tenir de milieux qui permettent à ce que ces Congolais-là puissent se parler. Nous devons parler pour que les armes se taisent et que nous puissions regarder la République dans son élan, dans son ensemble et le valider pour que nos enfants, nos petits-enfants, demain ou après-demain, puissent marcher sur le bon chemin qu'il faut rêver par Patrice Emery Lumumba. C'est comme ça que moi je vois les choses. Bien. Le reste, tel a raison, tel a tort. Mais maintenant, les rebelles, s'ils arrivent jusqu'à Kinshasa, vous savez combien de personnes pensent que les rebelles doivent venir jusqu'à Kinshasa? Il y en a beaucoup. Il y en a assez. Et combien pensent que les rebelles doivent rester là où ils sont? Il y en a beaucoup. Il y en a assez. Alors, dans ce sens-là, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que l'unité du pays puisse être sauvegardée, protégée, que la guerre cesse d'exister et que le travail de la République puisse être demeuré quelque chose de prépondérant qui permette à ce que le Congolais puisse se retrouver. Aujourd'hui, le Congolais ne se retrouve plus. Le pays est quasiment dans l'abandon. Pourquoi? Autant de questions que le pouvoir établi doit pouvoir se poser, autant de questions aussi que les grandes rébellions qui naissent à l'est du pays doivent aussi se poser et qu'ensemble, on puisse trouver les créneaux qui permettent à ce que le pays puisse avancer vers de l'avant. Bien, professeur. Quittons Joseph Kabila pour parler d'Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre congolais, qui a fait quand même des prouesses. Hein. On se rappelle, sous Matata, on a une compagnie aérienne digne de l'identité congolaise, qui est Congo Airways. Nous avons eu la société Transco, nous avons eu l'Esprit de Vie, la dédollarisation, la bancarisation, beaucoup de choses qui sont alloués, mais malheureusement, aujourd'hui, Matata Ponyo est jugé par rapport à la gestion de fonds déboursés pour le projet Bukangalonzo et il est condamné à 10 ans de prison. Comment vous vous sentez en tant que son compatriote de l'arrestation de ce ancien Premier ministre? Bon, j'ai comme l'impression que le cas Matata Ponyo, c'est un cas qui, des fois, a été jugé avant même que les jugements justice, proprement dit. Mais oui, on les sentait, et on savait que la messe était déjà dite. Oui, la messe était déjà dite. Maintenant, la question, est-il arrêté Matata Ponyo? Je pense non. Jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? La personne Matata Ponyo n'est pas encore arrêtée. Ok. Bon, maintenant, quels sont les mécanismes qui le permettent que Matata pouvait être arrêté? C'est lié à son immunité. Ok. Et quand est-ce que son immunité prendra fin? Vous voyez, autant de questions que cette même justice n'a pas pu comprendre l'essence orientationnelle de l'existence de la personne dont ils veulent absolument juger, humilier. Vous comprenez? Nous ne sommes plus dans l'essence des humiliations aujourd'hui. La République dans son ensemble est déjà humiliée à un degré élevé. Vous comprenez? Ça fait mal. Mais chercher à humilier Matata Ponyo, c'est un non-sens pour l'ensemble de la République. Vous comprenez? Mais lorsqu'il faut rétablir le droit de non-humiliation de l'ensemble de la République, je peux comprendre la grandeur d'élévation des hommes politiques de notre pays, de notre temps, qui vont permettre à ce que le pays puisse avancer. Mais non pas s'acharner sur la personne Matata Ponyo et dire que bon voilà, maintenant vous êtes condamné. Bon, si Matata Ponyo est condamné, admettons que même si on va prendre Matata Ponyo et qu'on le met en prison, qu'est-ce que la République a dû changer? Qu'est-ce que la République a dû obtenir?
Ce serait une démarche pédagogique parce que ça empêcherait à quiconque gérerait une institution étatique de pouvoir mais c'est pas comme ça. Accéder à la gabegie, procéder à la gabegie. Ce n'est pas comme ça. Moi, je pense que le sens orientationnel que nous devons donner à nos enfants et à nos petits-enfants et au public d'aujourd'hui, c'est la pédagogie de comment devons-nous gérer la République. C'est dans ce sens-là que le président de la République démocratique du Congo en est le premier responsable des institutions, de toutes les institutions de la République de notre pays. Et c'est pour cela que demain encore, admettons que demain, s'il y a un autre cas comme Matata Ponyo et qu'on dit, bon voilà, tel a volé autant d'argent, a fait ceci, a fait cela, il faut qu'ils viennent tous répondre devant les cours et tribunaux et qu'ils aient en prison. Vont-ils accepter? Vous comprenez? Et c'est là que nous devons comprendre les vraies raisons qui font que ils doivent chercher à arrêter Matata Ponyo. Mais à l'heure où je vous parle aujourd'hui, malgré ces condamnations à la cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle de notre pays, Matata, il est là, il est chez lui, il n'est pas en prison. Professeur, 10 ans de travaux forcés avec confiscation de biens, remboursement des frais volatilisés ou disparus, c'est trop ou c'est équilibré par rapport à ce qu'on reproche à Matata Ponyo? C'est pas question de trop, c'est déséquilibré, c'est un non-sens. Vous comprenez? Un non-sens, c'est pour un grand procès qui devait avoir lieu de nom de la personne Matata Ponyo, qui des fois ne devait pas être jugé au regard de mes indicateurs. Il ne devait pas être jugé. On ne devait même pas le juger à son absence ou à sa présence. Il ne devait pas. D'abord, le cas d'immunité à son temps et le cas d'immunité maintenant. Vous comprenez? Déjà, ces deux paramètres-là ne méritent pas que le jugement puisse être établi contre Matata Ponyo aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, moi, à ce style-là, à ce niveau, je peux même dire que la République est en train de taper à côté de la plaque au lieu de mener des efforts sur les vraies orientations pour lesquelles la République devait avancer avec sa population, dont les dangers, les tout premiers dangers potentiels, c'est les désordres à tous les niveaux et dans tous les sens, dont chaque citoyen aujourd'hui ne comprend plus où doivent pouvoir aller, où il doit pouvoir s'y mettre pour que la République démocratique du Congo, qui est notre cher pays, puisse être les grands pays de rêve pour lesquels chaque citoyen peut habiter convenablement chez lui sans avoir les soucis de demain ou après-demain. Mais au moment où je vous parle aujourd'hui, tout le monde, du premier citoyen qui est président de la République jusqu'au dernier, le plus pauvre, dans les recoins de la République, a des sérieux problèmes. Vous voyez? Alors, dans ce sens-là, ce qu'il faut faire, c'est d'orienter d'abord, l'essence de gens qui gèrent la République du Congo, notamment le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Ils doivent s'unir pour essayer de se regarder yeux dans les yeux pour savoir où va la République. Comment vont-ils essayer de gérer l'ensemble des temps qu'il les reste à vivre sur cette terre des humains comme essence orientationnelle de Monsieur le Premier ministre, non, Madame le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur je ne sais pas quoi, Madame je ne sais pas quoi, qui doivent être l'essence orientationnelle de notre République démocratique du Congo. Et je pense que dans leur milieu, il faut qu'il y ait des réunions dont les vérités doivent être dites. Les vérités doivent être dites. Là où ça ne va pas, il faut qu'ils arrivent à se dire d'abord entre eux que ça ne va pas dans ce secteur-là parce que nous n'avons plus non seulement la connaissance de bien orienter les choses, mais aussi les moyens pour lesquels nous devons pouvoir les gérer, il n'y en a plus. C'est un peu ça. Moi, je pense que si on n'arrive pas à dire les vérités au peuple congolais, mais ils vont encore énerver la population congolaise. Et moi, je connais les multiples actions qui, de fois, lorsque le peuple est énervé, c'est que ça peut faire contre le gouvernement établi. Bien. Professeur, nous sommes à la fin, je dois dire, de notre émission. Il nous reste une question.
Le pacte social que défendent le père des églises, l'église catholique, l'église protestante, se sont mis ensemble pour chercher les canaux à partir desquels la RDC peut goûter de nouveau à la paix. Mais cette démarche est jugée de traîtrise, surtout par nos compatriotes du pouvoir, soit du parti présidentiel. Vous, en tant que lumumbiste, que pensez-vous de cette démarche des prêtres catholiques, mais aussi des protestants? Moi, je pense que c'est une démarche normale. Aujourd'hui, citez-moi une seule institution de notre République qui fait des prouesses de bonheur pour le peuple congolais. Citez-moi un seul ou une seule institution de notre pays. Il n'y en a pas. Citez-moi un seul secteur pour lequel le peuple peut vraiment être heureux des actions menées par le gouvernement de notre pays. Attention, on parle de la diplomatie agissante. Aujourd'hui, c'est Doha, c'est les États-Unis. Mais attendez. C'est des contrats de sécurisation du territoire. Attendez. Allez poser cette question à nos diplomates à l'étranger. Vous pouvez commencer même au niveau de l'Afrique ici. Allez voir comment ils sont, comment ils vivent et comment ils appréhendent les choses. Vous allez dire que notre pays tape complètement à côté. Doha, ce n'est pas les institutions démocratiques de notre pays qui font le boulot. Vous connaissez déjà les dégâts qui peuvent provenir non seulement des États-Unis d'Amérique, et ça, j'en souhaite pas, mais au moins... J'aurais besoin d'un plateau où nous allons approfondir cette question de Doha et des USA. Vous allez voir les choses, comment ça va se dessiner dans notre pays, si et seulement si les officiels de notre pays ne font pas attention. Vous comprenez? C'est défausser derrière question de Doha pour dire, voilà, nous faisons des prouesses pour ne rien en obtenir de fond, de la racine de notre pays ici, en termes de l'ensemble de Congolais. Ça ne vaut même pas la peine. Demandez, faites même un sondage auprès du peuple congolais sur la question de Doha. Est-ce qu'il s'en intéresse même? Le problème n'est pas à ce niveau-là. Pour sauver le pays, est-ce que nous avons besoin de Doha ou bien nous avons besoin de l'ensemble des Congolais ici dans ce pays? Et voilà pourquoi moi j'ai dit, le sens orientationnel des évêques de notre pays est un sens qu'il faut élever. Il faut même chercher à le bénir, s'il faut dire, ajouter les termes. Il faut même le bénir pour qu'ils arrivent à travailler ou à parler qu'entre le Congolais d'abord. Parce que le verdict qui doit provenir de la volonté des Congolais, c'est ce verdict-là que la communauté internationale doit pouvoir respecter comme tel. Vous comprenez? Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que vous avez bien posé la question sur la volonté de nos évêques qui veulent faire orienter un certain nombre de choses. Je pense que c'est un élément quand même capital dont moi, je salue et je pense que cet élément doit pouvoir ramener le vrai verdict qui permette à ce que le Congolais puisse avancer. Il ne faut pas suivre les gens qui, demain, ils refusent aujourd'hui, demain, ils vont l'accepter. Vous comprenez? Nous connaissons un peu le sens politique de notre pays. Aujourd'hui, il peut dire non. C'est au moment où leur non s'affirme à un véritable oui, et l'adversaire va leur dire non, vous avez dit non, on ne peut plus compter sur vous. Comme disent certains, si vous avez dit oui depuis bien longtemps, certainement on ne perdrait ni Goma ni Bukavu. Ben voilà, exactement. Bien. Merci beaucoup, professeur Michel Kitoko, de répondre à notre entretien d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes un analyste des politiques publiques. Vous êtes directeur général de la Fondation Lumumba. Exactement. Et nous avons parlé au sujet de la crise qui s'est vue en RDC. On voulait savoir si, sous Félix Tshisekedi, cette crise peut regresser ou nous pouvons attendre des merveilles demain. Ainsi, notre entretien prend fin. Ça reste votre plateau, passez quand vous voulez. Quand vous avez un message, nous sommes là pour aider le peuple congolais à pouvoir consommer l'intelligence et les informations dont vous êtes porteur. Merci à vous de nous avoir suivis. Entretien, c'est encore plus tard. Bye bye. Merci.